Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur le Ministre, vous ramez dur. Ça doit être compliqué pour vous parce que l'héritage qui vous a été transmis n'est pas de bonne qualité. Et tous ceux qui le disent depuis 7, 8 ans, 9 ans, ont eu en face d'eux des gouvernements qui n'entendaient pas. Et c'était même pas de leur faute. Parce que moi, j'écoutais à cette époque-là tout ce qui se disait par les ministres qui disaient « on ne sait pas ». Cet accord est en discussion, mais on ne sait pas. Dès qu'on a des éléments, mesdames et messieurs les députés, on vous les donnera. Donc il y a eu toute cette période de secret. Vous l'avez dit vous-même, hein, c'est pour ça que je vous dis que vous ramez, parce que c'est compliqué. Vous dites les choses, tout ce que vous avez dit, tous les deux. Si vous l'appliquez au futur traité, on aura fait un bond en avant extraordinaire. Mais ici, on est à la Commission des affaires étrangères. Ici, on a l'habitude de travailler des traités internationaux. Et ici, on a l'habitude de nous dire rien n'est amendable dans un traité international. Rien n'est amendable. Ou alors ce serait la première fois. Mais c'est bien pour la suite. Donc, comme rien n'est amendable, tout ce que vous venez de dire, qui en fait s'adresse à l'Union européenne, puisque c'est un traité entre l'Union européenne et le Canada, mais pas entre la France et le Canada. Ça veut dire qu'on demande à l'Union européenne des choses qui ne peuvent pas être intégrées dans un traité qui a été signé, qui n'est pas amendable. Et donc, j'aimerais bien savoir quel mécanisme vous allez utiliser pour imposer un veto climatique, un traité qui ne le prévoit pas. Ce n'est pas écrit dedans qu'il peut y avoir un veto climatique. Et donc, comme il ne le prévoit pas, si vous l'imposez, ça veut dire qu'un tribunal arbitral international va venir contester le fait que vous imposez un veto. Et donc, le seul moyen de vous sortir de la situation. Et puis, hier, il y avait un autre ministre à votre place. Et qui ramait aussi un peu là-dessus, d'ailleurs, hein, mais qui, par son expression, nous montrait quand même que ce n'était pas un bon traité sur l'aspect climatique. Et donc, le seul moyen que l'on a de vous aider et d'aider la France à sortir de cette situation-là, c'est de ne pas ratifier ce traité. C'est de le réécrire. Peut-être qu'il y a des bases, parce que le commerce, moi je suis pour le commerce, je suis député d'un port. Imaginez que je suis pour le commerce international. Je pense que c'est une bonne chose de commercer. Je pense que ça peut aider aussi les peuples à sortir de la situation dans laquelle ils sont, pas forcément le Canada, mais d'autres. Et puis ce qu'on dit là, les uns et les autres, c'est pas contre le peuple canadien. Parce qu'y compris le peuple canadien et le gouvernement canadien, quand il y avait ces négociations secrètes, n'étaient pas plus associés que le gouvernement français. Donc il ne faut pas nous dire, parce que l'on aurait des réactions vis-à-vis de ce traité Europe-Canada, que l'on a quelque chose contre le Canada. On ne veut pas nous faire un procès d'intention. Et donc on défend l'idée, à travers la non-ratification, ou en tout cas à travers le référendum au niveau du peuple français, de dire un peuple éclairé, s'il accepte ce traité, lui seul peut pouvoir, vu les conséquences en termes de santé publique, en termes de protection de l'environnement, en termes économiques. Monsieur le député. Oui, j'ai mesuré que tout le monde avait dépassé. Et donc on est, à part Christophe Negelen, et donc on pense que seul maintenant, soit le Parlement a le courage, c'est même pas une question de courage, a la sagesse de ne pas ratifier pour dire rapidement à l'Europe, rediscuter les choses, et ça peut se faire très vite, et ce serait un beau message. C'est choquant hein, qu'alors que vous demandez, Madame la Présidente, une étude d'impact sérieuse, etc., avant que l'on se prononce, que le groupe majoritaire annonce avant même que cette étude d'impact ait été écrite, ait été proposée, etc., et qu'on en mesure les conséquences, annonce que de toute manière, il ratifiera. Et là, ça pose un problème démocratique. En tout cas, Madame et Monsieur le Ministre... J'ai dit je souhaite. Hein, Madame et Monsieur le Ministre... Mais moi, je souhaite aussi des accords commerciaux, mais pas n'importe comment. Madame et Monsieur le Ministre, on sera à vos côtés pour faire en sorte, parce que l'Europe... Vous n'avez pas parlé, c'est là ma question. Combien de pays d'Europe sont d'accord avec la France pour remettre en cause et intégrer dans le traité, dans la planification et la mise en œuvre, tous les éléments que vous nous avez donnés? Combien, à ce jour, sont d'accord là-dessus? Et pensez-vous obtenir la majorité? Merci à vous. Merci. Moetai Brotherson. Merci Madame la Présidente. Les Outre-mer français se divisent d'une part en RUP et d'autre part en PTOM, donc ils ont chacun des relations particulières avec l'Europe. Et dans le contexte donc, du CETA, dès 2010, notre alors collègue député Annick Girardin avait soulevé dans un rapport au sein de la Commission des affaires européennes la nécessité de bien mesurer les impacts futurs du CETA, autant commerciaux qu'environnementaux, pour les Outre-mer.
Et donc, j'avais de grands espoirs de voir dans le rapport Schubert considérer les Outre-mer, mais je n'ai rien vu sur les Outre-mer dans le rapport Schubert. Donc je m'interroge aujourd'hui justement sur est-ce qu'on a considéré les Outre-mer français dans le cadre des études sur le CETA. Parce que bon, monsieur Trudeau, Justin pour les uns, Justin pour les autres, il communique très bien, mais nous avons reçu avec mon collègue Jean-Paul Lecoq il y a quelque temps de cela une délégation d'Amérindiens qui, sur la question de l'exploitation des schistes bitumineux en Alberta, était beaucoup moins convaincu de l'aspect climato-enthousiaste de M. Trudeau.